Sujet 2. Commentaire de texte. Document 1. Proclamation de l'État d'Israël par David Ben-Gourion, 14 mai 1948. Le pays d'Israël a été le berceau du peuple juif. C'est là que s'est formée son identité spirituelle, religieuse et nationale. L'année 1897, le premier congrès sioniste proclama le droit du peuple juif à ressusciter en tant que nation dans son propre pays. Ce droit fut reconnu par la déclaration Balfour du 2 novembre 1917 et réaffirmé par le mandat de la Société des Nations. L'Holocauste nazi, qui anéantit des millions de juifs d'Europe, démontre à nouveau l'urgence de reconstituer l'État juif et d'apporter ainsi une solution à la situation des juifs déracinés en ouvrant la porte à tous les juifs et en introduisant le peuple juif à rang d'égalité dans la famille des nations. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution en faveur de la création d'un État juif indépendant en Palestine et a invité les habitants du pays à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de rendre cette décision effective. En conséquence, nous, membres du Conseil national, représentant le peuple juif de Palestine et le mouvement sioniste mondial, réunis en assemblée solennelle en vertu des droits naturels et historiques du peuple juif et de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, proclamons l'établissement de l'État juif de la Palestine qui se nommera Israël. Document 2. La ratification des accords d'Oslo à Washington, 13 septembre 1993. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, mon peuple espère que cet accord que nous signons aujourd'hui marquera le début de la fin d'un chapitre de douleur et de souffrance, qui a duré pendant ce siècle. Mon peuple espère que cet accord que nous signons aujourd'hui débouchera sur une ère de paix, de coexistence et d'égalité des droits. Maintenant que nous sommes au seuil d'une nouvelle ère historique, laissez-moi m'adresser au peuple d'Israël et à ses dirigeants que nous rencontrons aujourd'hui pour la première fois, et laissez-moi leur assurer que la difficile décision que nous avons prise ensemble était celle qui nécessiterait un courage exceptionnel. Notre peuple ne considère pas que l'exercice de son droit à l'autodétermination puisse violer les droits de ses voisins ou porter atteinte à leur sécurité. Au contraire, mettre fin à son sentiment d'avoir été maltraité et d'avoir subi une injustice historique constitue la plus ferme garantie pour parvenir à une coexistence et à une ouverture entre nos deux peuples et les générations futures. Source: Discours de Yasser Arafat. Consigne 1. A présenter les leaders mentionnés dans les deux documents en précisant leur nationalité, leurs fonctions respectives au moment des faits relatés, leur position dans les relations israélo-arabes et deux événements datés dans lesquels ils se sont illustrés. 1b. Dégager le contexte historique des deux documents en analysant deux événements datés entre 1897 et 1947 qui ont influencé les relations israélo-arabes. 2. Nommer et dater deux conflits armés émanant de cette proclamation, document 1, puis analyser un conflit au choix en précisant ses acteurs et son impact politique. 3. Dégager la portée historique du document 2, en montrant l'impact de cet accord dans l'évolution des relations israélo-palestiniennes. Cette proposition de correction est susceptible d'être complétée ou amendée au regard d'autres analyses. Les réponses apportées doivent être considérées comme un point de départ pour une réflexion plus approfondie. Les corrigés vous offrent des exemples de réponses attendues, mais il est essentiel que vous puissiez les adapter et les enrichir à partir de vos propres connaissances. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à la partager. C'est parti! 1. A présenter les leaders mentionnés dans les deux documents en précisant leur nationalité, leurs fonctions respectives au moment des faits relatés, leur position dans les relations israélo-arabes et deux événements datés dans lesquels ils se sont illustrés. Les deux leaders mentionnés dans les deux documents sont David Ben-Gourion et Yasser Arafat. David Ben-Gourion, nationalité israélienne, Premier ministre d'Israël au moment de la proclamation de l'État d'Israël en 1948. Figure centrale du sionisme, il a joué un rôle central dans la création de l'État d'Israël et se positionne comme un fervent défenseur des droits des Juifs à un État indépendant en Palestine. Il s'est illustré dans la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies pour la création d'un État juif le 29 novembre 1947, ainsi que la proclamation de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Yasser Arafat, nationalité palestinienne, président de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, au moment de la ratification des accords d'Oslo en 1993. Figure emblématique de la cause palestinienne, il se positionne en faveur d'une solution pacifique pour la coexistence entre Israéliens et Palestiniens. Il s'est illustré dans la ratification des accords d'Oslo le 13 septembre 1993, ainsi dans la création de l'Autorité nationale palestinienne, ANP, en 1993. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.
1b. Dégager le contexte historique des deux documents en analysant deux événements datés entre 1897 et 1947 qui ont influencé les relations israélo-arabes. Le contexte historique des faits relatés dans les deux documents se situe dans le conflit israélo-arabe, notamment la proclamation de l'État d'Israël en mai 1948 et la ratification des accords d'Oslo en septembre 1993. En effet, la proclamation de l'État d'Israël en 1948 découle de plusieurs événements historiques, tels que le premier congrès sioniste en 1897 et la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies en 1947, qui ont soutenu l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Le premier congrès sioniste, qui se tint à Bâle, en Suisse, du 29 au 30 août 1897, fut initié par Theodor Herzl et constitue le point de départ du mouvement sioniste moderne, dont l'objectif est la création d'un foyer national juif en Palestine. Cet événement ne se limita pas à poser les fondements idéologiques du sionisme, mais incita également à l'immigration juive en Palestine, suscitant des inquiétudes parmi les populations arabes locales, qui percevaient cette revendication comme une menace pesant sur leurs terres et leur existence. En outre, la déclaration Balfour, émise en 1917 par le gouvernement britannique, manifeste un soutien explicite à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Cette annonce suscita chez les Arabes le sentiment d'une promesse de leur terre faite au bénéfice d'une autre communauté, exacerbant ainsi les tensions et les ressentiments entre Juifs et Arabes. Face à l'augmentation significative de l'immigration juive, aux tensions croissantes entre les communautés arabes et juives, ainsi qu'aux pressions internationales et aux difficultés de maintien de l'ordre, le Royaume-Uni fut contraint de mettre un terme à son mandat sur la Palestine en 1947 et de solliciter l'intervention des Nations unies pour la prise en charge de la situation. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies adopta la résolution 181, laquelle proposait la partition de la Palestine en deux États indépendants, l'un juif et l'autre arabe, avec Jérusalem placée sous un régime international spécial. Ce plan de partage fut accepté par les dirigeants juifs, mais rejeté par les États arabes, entraînant ainsi une série de conflits entre les deux communautés qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. 2. Nommer et dater deux conflits armés émanant de cette proclamation, document 1, puis analyser un conflit au choix en précisant ses acteurs et son impact politique. Les deux conflits armés qui ont suivi la proclamation de l'État d'Israël sont la guerre israélo-arabe de 1948 à 1949 et la guerre des 6 jours en 1967. La guerre israélo-arabe de 1948, communément appelée la guerre d'indépendance, a éclaté immédiatement après la déclaration de l'État d'Israël. Ce moment charnière a été marqué par une attaque concertée de plusieurs armées arabes, y compris celles de l'Égypte, de la Jordanie, de la Syrie, du Liban et de l'Irak, contre le nouveau pays. Ce conflit, qui a duré jusqu'en 1949, a vu s'opposer les forces israéliennes, désireuses d'établir et de protéger leur État, à une coalition de nations arabes déterminées à empêcher la création d'Israël. Les conséquences politiques de cette guerre ont été considérables. Elle a permis à Israël de s'affirmer comme un État souverain et a donné lieu à la Nakba, catastrophe, un épisode tragique de l'histoire palestinienne qui a provoqué le déplacement forcé de nombreux habitants de leur terre. Cette situation a engendré une crise humanitaire majeure, caractérisée par l'exode de centaines de milliers de réfugiés palestiniens. Les répercussions de ce conflit ont profondément marqué les relations israélo-arabes, posant les jalons d'une hostilité durable et d'une série de conflits à travers les générations. En 1949, la signature des accords d'armistice avec les pays arabes a mis fin à ce conflit. Cependant, l'échec du plan de partition proposé par l'ONU et l'occupation des territoires palestiniens par Israël ont instauré un climat de méfiance persistante entre Israël et ses voisins arabes. Ce contexte a aggravé la problématique des réfugiés palestiniens et a profondément ancré le conflit israélo-arabe dans l'histoire contemporaine. 3. Dégager la portée historique du document 2, en montrant l'impact de cet accord dans l'évolution des relations israélo-palestiniennes. Les accords d'Oslo, signés le 13 septembre 1993, constituent un jalon significatif dans l'évolution des relations israélo-palestiniennes. Résultant d'un processus de négociation prolongé sous l'égide des États-Unis, ces accords ont permis, pour la première fois, une reconnaissance mutuelle entre l'État d'Israël et l'Organisation de libération de la Palestine, OLP. Ils établissent un cadre pour des discussions concernant le statut final des territoires occupés, visant principalement la création d'une autorité palestinienne dotée d'un certain degré d'autonomie sur des portions de la Cisjordanie et de Gaza. L'accord a ouvert la voie à un processus de paix en introduisant des mécanismes de coopération et en suscitant des espoirs de coexistence pacifique. Néanmoins, malgré cet élan initial, les négociations ont été fréquemment entravées par des désaccords fondamentaux sur des questions cruciales, telles que les frontières entre Israël et un futur État palestinien,
l'expansion des colonies israéliennes sur des terres revendiquées par les Palestiniens, le statut de Jérusalem, ville sainte pour les deux peuples, ainsi que le droit au retour des réfugiés palestiniens. Les intifadas, soulèvements populaires palestiniens en réaction à l'occupation, ont également compliqué les efforts en faveur de la paix, mettant en lumière le désespoir et les frustrations des Palestiniens face à des conditions de vie difficiles. Ces périodes de violence ont exacerbé les tensions et révélé les divergences profondes quant aux interprétations des accords d'Oslo et aux questions non résolues, entraînant des cycles de représailles. Bien que l'autorité palestinienne ait été créée pour administrer certaines régions, les accords d'Oslo n'ont pas conduit à une paix durable. Ils ont révélé les divisions internes au sein du camp palestinien et les désaccords israéliens, illustrant ainsi la complexité du conflit. L'impact des accords reste significatif, car ils ont jeté les bases d'une coexistence potentielle tout en soulignant les défis persistants qui entravent la recherche d'une paix durable. En somme, ces accords demeurent un moment charnière de l'histoire moderne du conflit israélo-palestinien, illustrant à la fois le potentiel de dialogue et les obstacles qui subsistent.